La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau aujourd'hui avec Alexandre Martiel, qui est passionné depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, par ce qu'on appelle les métaux, ou les éléments d'une manière générale, stratégiques. Il nous a raconté beaucoup de choses la semaine dernière sur l'importance de ces éléments qui sont en faible quantité, mais qui sont fondamentaux pour la conception d'objets comme nos téléphones portables. Je suis bien intéressé à en savoir un petit peu plus sur le lien entre l'intelligence artificielle et les métaux stratégiques. Et je crois que c'est très important de se resituer dans la matérialité et de se rendre compte que ces systèmes, comme l'intelligence artificielle, dont on parle plutôt d'une manière intellectuelle, reposent sur une matérialité, sur des métaux stratégiques. Et donc j'aimerais bien, Alexandre, que tu nous détailles un petit peu ça, que tu nous parles un petit peu de cette relation, ce que tu as fait comme travail et ce que tu vas raconter, puisque tu donnes des conférences sur ce sujet, sur l'importance de la matière qui est sous-jacente à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la même chose que la matière sous-jacente aux ordinateurs en général, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Donc tu vas nous raconter ça. Oui. D'abord, toute cette matière nous vient du même endroit, si j'ose dire, des mêmes endroits. Elles nous viennent des étoiles, elles nous viennent de notre Terre, pour le coup, puisqu'on les extrait de notre Terre aujourd'hui. Et on retrouve en général, pour le coup, on est limité à une petite centaine, on est 118 exactement, mais on est limité à une centaine d'éléments, donc on retrouve ces 100 éléments aussi bien dans les enjeux de la révolution numérique, on va parler de l'intelligence artificielle, que dans la transition énergétique, ou que dans le monde militaire, ou que dans d'autres secteurs d'activité stratégiques. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, on a vraiment oublié qu'il y avait une matérialité de l'immatérialité. Tout notre regard est braqué, et en effet, cela relève aussi d'une approche beaucoup trop peut-être intellectuelle de ce qu'est l'intelligence artificielle. On s'en tient beaucoup au vocabulaire autour des algorithmes, mais on aime imaginer que l'intelligence artificielle c'est le cloud, c'est les nuages. On aime imaginer que l'intelligence artificielle c'est la virtualité, les lunettes virtuelles, etc. Or, en réalité, l'intelligence artificielle est très consommatrice de métaux et de métaux stratégiques. Dans les lunettes virtuelles, il y a les lunettes. Alors déjà il y a les lunettes et puis il y a une petite électronique embarquée probablement. Et ainsi de suite de tous les terminaux. D'ailleurs, les lunettes sont un exemple, mais l'ordinateur en est un autre, le téléphone portable est un autre. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Une fois que vous avez tapé votre like, que vous avez tapé un like sur votre téléphone portable, il voyage ce like. Et c'est là que commence le grand chemin des métaux stratégiques. C'est-à-dire qu'à partir de là, votre message va être envoyé sur une antenne relais, va être envoyé par fibre optique sur un data center, pour ne citer que les grands éléments structurants de cette infrastructure. Et là, on va trouver de nombreux métaux stratégiques et surtout aujourd'hui une grosse pression sur ces métaux et une explosion de la demande, puisque nous augmentons les moyens autour de l'intelligence artificielle. Alors, tu parles de data center, ça me fait penser au refroidissement. Moi, il y a aussi des nécessités, au niveau énergétique. Ces data centers, je me trompe pas, ils doivent être refroidis. Alors, ils doivent être refroidis et en effet, ils sont très consommateurs d'énergie et ces choses-là sont bien identifiées aujourd'hui et connues et sont un élément d'ailleurs qui a amené les propriétaires de ces data centers à essayer de les installer beaucoup plus dans les zones nordiques notamment de l'Europe. En Finlande. Voilà, on connaît un peu mieux ce sujet-là. Oui. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, une fois de plus, c'est cette matérialité qu'il y a dans un data center. Donc ça veut dire qu'il faut aller se plonger dans les cartes électroniques, comme j'ai pu le faire, et aller voir qu'est-ce qui se cache derrière le dernier microprocesseur, par exemple de carte graphique, qui va permettre d'augmenter de manière très significative, car aujourd'hui, un des points stratégiques des data centers, c'est les cartes graphiques qui sont en capacité d'aller analyser non seulement du texte, du contenu un peu classique, mais aussi de l'image. Et donc derrière ces éléments-là, on est obligé d'aller dans des microprocesseurs. Je peux prendre un exemple très concret. On est sur des microprocesseurs, par exemple dans ces nouvelles cartes graphiques, qui sont aujourd'hui, si je puis dire, ciselés à l'échelle nanométrique, mais moins, si j'ose dire. On était déjà dans des échelles nanométriques dans la fabrication des transistors, sur les cartes, sur les microprocesseurs.
processeurs, mais on est obligé de descendre encore plus bas, et quand on descend plus bas, on est obligé d'utiliser des métaux très particuliers, par exemple pour éviter des courants de fuite, pour isoler par exemple des transistors entre eux. Je pense notamment à un élément au hasard que je prends, l'hafnium par exemple, qui est un élément, alors il est stratégique dans le nucléaire par exemple parce qu'il permet de fabriquer les absorbeurs à neutrons dans les centrales nucléaires, mais il est aussi stratégique dans le monde militaire puisqu'il permet de voir dans la nuit, dans l'infrarouge, d'aller très transparent à l'infrarouge pour être plus précis, mais il est aussi stratégique demain dans les data centers de demain parce que tout simplement il joue un rôle stratégique d'isolant électrique au niveau des transistors d'un microprocesseur nouvelle génération. L'hafnium, je ne sais pas, faut dire aux gens, ça s'écrit H-A-F-N-I-U-M, hein, c'est bien ça? On peut en dire même plus. Nous sommes les premiers producteurs au monde. C'est la seule chose sur laquelle nous sommes les premiers producteurs au monde. Si on regarde le tableau périodique Mendeleïev, nous sommes les premiers producteurs au monde d'hafnium, tout simplement parce que Nous, nous avons... les Français? Nous, les Français, nous produisons et nous raffinons exactement, car les termes sont précis, nous raffinons exactement 43% de l'hafnium mondial, ce qui fait de nous le premier producteur d'hafnium. Et ça veut dire qu'on a des minerais d'hafnium ou qu'on les Non. récupère d'ailleurs et qu'on a la technologie pour les raffiner. Exactement. Ah. Nous raffinons, nous n'extrayons pas. Les minerais viennent d'ailleurs, peuvent venir d'Australie par exemple, pour prendre cet exemple-là. L'hafnium, on retrouve nos vitamines de notre émission précédente. L'hafnium est un sous-produit du zirconium, du zircone, de la pierre, la zircone, et on en extrait deux éléments, le zirconium et l'hafnium. Donc c'est un sous-produit, c'est une vitamine. Eh bien, je crois qu'il faut avoir dans l'idée, c'est une bonne chose, je veux dire, de se représenter cette matérialité de tout ce dont on discute d'une manière... Et de le faire toucher du doigt. Et de le faire toucher du doigt. Et c'est ce que tu fais en faisant toucher du doigt. J'amène un métal d'hafnium. J'amène un métal d'hafnium. J'amène le minerai hafnium. Et j'amène le dernier microprocesseur, puisque je suis en lien avec des labos et des entreprises dans le monde entier, le dernier microprocesseur de carte graphique qui permet d'amplifier, d'augmenter cette intelligence artificielle. Pour revenir à ce tableau périodique, tu as trouvé des minerais contenant chacun de ces éléments et tu as même construit, je l'ai vu, une sorte de boîte en forme de tableau de Mendeleïev dans lequel pour chaque élément tu as le minerai, en tout cas parce qu'il y en a plusieurs, un des minerais correspondants. Oui, alors c'est difficile parfois d'avoir une telle passion et de ne pas vouloir la partager. Donc ce que tu as vu l'autre jour, en effet, c'était ce que j'appelle la valise du chasseur d'atomes. Et alors on parlait de la transition énergétique tout à l'heure, tu veux... Ah oui, là c'est le vrai sujet. Oui. Nos énergies propres ne seraient peut-être pas si propres qu'on le croit. Alors, pourquoi? Pour plein de raisons sûrement, mais notamment... Franchement, ça ne m'étonne pas, mais tu vas nous en dire plus. Non, mais notamment en raison de cette matérialité, de ces métaux qui sont devenus de plus en plus stratégiques. L'exemple type, c'est la voiture électrique. Sans rentrer dans le débat entre voiture électrique et voiture thermique, simplement, on constate que dans une voiture thermique, on est autour de 20 kg de cuivre, qu'en une voiture hybride, on est autour de 40 kg de cuivre, et que dans une voiture électrique, on est à 80 kg. On passe de 20 à 80. L'explosion du lithium, de la demande en lithium ou de la demande en cuivre, dans les 20 années à venir, va être considérable. Prenons le lithium, nous allons multiplier par 20 la production de lithium en raison de la production des véhicules électriques. Donc de grosses pressions sur les pays qui produisent du lithium. Et oui, une grosse pression et c'est quelquefois difficile. Je suis au courant de certains problèmes au Portugal par exemple. C'est difficile pour les habitants de régions, jolies régions de forêt, de savoir qu'on va peut-être creuser une mine de lithium. Et donc, même peut-être en France. Il y a vraiment des problèmes pour les gens. Et même peut-être en France, puisqu'il est question d'extraire du lithium à 2 endroits stratégiques en France. Les enquêtes publiques sont en cours, notamment dans le centre de la France, dans l'Allier, où il y avait déjà une mine qui produisait du kaolin, et donc cela fait longtemps que nous savons qu'il y a du lithium, l'équivalent à peu près de 700 000 voitures électriques par an qui pourraient être produites grâce à ce lithium au cœur de la France, dans l'Allier notamment. Et également, on peut produire du lithium, alors soit à partir de minerais, qui est la lépidolite, pour utiliser le vocabulaire qui convient bien, ou soit on produit du lithium à partir de saumure, un peu comme dans le désert d'Atacama, que tu connais bien, et là c'est à partir des eaux thermales qui sont en profondeur, moins de 2500 mètres de profondeur, en Alsace, il est possible dans les eaux géothermales d'aller récupérer du lithium, et là il y a 2 grandes entreprises françaises bien connues qui travaillent sur ces 2 projets. Eh bien cette question de récupérer des éléments, des sels par exemple de lithium ou bien des minerais, c'est une question importante aussi au niveau géopolitique.
Donc là, nous arrivons à la fin de cette deuxième émission. Il me semble qu'il y a vraiment de l'intérêt pour une troisième émission ou pour parler un petit peu plus en détail de ces minerais, de quel endroit on les trouve sur la Terre et de toutes les conséquences de ces extractions et comment on le fait actuellement. Et est-ce qu'on pense qu'il y a assez pour l'avenir compte tenu de tous les projets sociétaux et économiques. Donc, merci Alexandre, j'aimerais t'inviter à nouveau la semaine prochaine pour parler de tout ça. Merci Sylvie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.